OpenAI est une entreprise américaine d'intelligence artificielle fondée en 2015 à San Francisco, en Californie. Sa mission est de développer et de promouvoir l'intelligence artificielle générale, sûre et bénéfique à toute l'humanité, entre guillemets. L'entreprise est notamment connue pour ses grands modèles de langage tels que GPT-4, la série de modèles de génération d'images DAL-I et le modèle de génération de vidéos Sora. Son lancement de ChatGPT en novembre 2022 a déclenché un intérêt mondial pour les agents conversationnels et l'IA, l'intelligence artificielle générative, attirant 100 millions d'utilisateurs en à peine 2 mois. OpenAI est composé d'une association à but non lucratif OpenAI Inc. et d'une filiale à but lucratif plafonnée OpenAI Global LLC. Microsoft détient environ 49% de cette entreprise, ayant investi 13 milliards de dollars. Microsoft fournit également des capacités de calcul à cette entreprise via sa plateforme Cloud Microsoft Azure. Moins d'un an après qu'OpenAI a discrètement signalé son intention de travailler avec le Pentagone, un document de passation de marché obtenu par The Intercept montre qu'Africom considère l'accès à la technologie développée par cette entreprise comme essentiel pour mener à bien sa mission en Afrique. Le document publié le 30 septembre expose les raisons pour lesquelles Africom a acheté des services de cloud computing directement auprès de Microsoft dans le cadre d'un contrat commun de capacité de cloud de 9 milliards de dollars, plutôt que de chercher un autre fournisseur sur le marché. Alors, le commandement de l'armée américaine opère dans un environnement dynamique et évolutif où la technologie de l'information joue un rôle essentiel dans la réalisation des objectifs de la mission, donc indique le document, y compris sa mission vitale consistant à soutenir nos partenaires de mission africains et les exercices conjoints du commandement des forces américaines. Le document désigné comme information non classifié contrôlée, indiquant qu'il n'est pas destiné à être distribué en dehors du gouvernement ou des entrepreneurs. Cela montre que la demande d'Africom a été approuvée par l'Agence des systèmes d'information de défense. Bien que le prix d'achat ait été modifié, le document d'approbation indique que le prix d'achat est inférieur à 15 millions de dollars. Puis, comme le reste du ministère de la Défense US, l'Africom, qui supervise les opérations du Pentagone à travers l'Afrique, y compris la coopération militaire locale avec les alliés américains dans le continent, s'intéresse de plus en plus au cloud computing. Le ministère de la Défense achète déjà l'accès au cloud computing à Microsoft dans le cadre du projet conjoint War Fighting Cloud Capability. Ce nouveau document reflète la volonté d'Africom de contourner les formalités administratives, contractuelles et d'acquérir immédiatement les services de cloud computing Azure, y compris le logiciel OpenAI, sans tenir compte des propositions d'autres fournisseurs. Africom déclare, je cite, la capacité à prendre en charge des charges de travail avancées est essentielle. Cela inclut des services de recherche, de traitement du langage naturel, d'apprentissage automatique et d'analyse unifiée pour la science des données. Et selon Africom, la plateforme cloud Microsoft Azure, qui comprend un ensemble d'outils fournis par l'entreprise de l'intelligence artificielle, est le seul fournisseur cloud capable de répondre à ces besoins. Ainsi, pour parler de ces questions fondamentales, de leurs enjeux et impacts sur la sécurité et la paix en Afrique, j'ai le plaisir de recevoir depuis Toulouse Jean-François Jeunesse, ex-directeur scientifique pendant 10 ans de ADS Airbus Group, actuellement PDG de World Advanced Research Project Agency, WARPA.
Jean-François Geneste, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Bonjour Kamal. Alors, ma première question. Alors, Microsoft a commencé à vendre le modèle OpenAI GPT-4 aux clients du secteur de la défense en juin 2023. Plus tôt cette année, donc, après qu'il a été signalé que cette entreprise avait changé d'avis sur le travail militaire, la société a annoncé une collaboration en matière de cybersécurité avec la Defense Advanced Research Project Agency, la DARPA, en janvier et a déclaré que ces outils seraient utilisés pour une initiative non spécifiée visant à prévenir le suicide des vétérans. Voilà ce qu'ils disent. Et puis en avril, Microsoft a proposé au Pentagone d'utiliser la plateforme DAL-E, un outil d'imagerie OpenAI pour les logiciels de commande et de contrôle. Mais le document de l'Africom marque le premier achat confirmé de produits de cette société d'intelligence artificielle par un commandement combattant américain dont la mission est de tuer, je rappelle bien. Alors, François Jeunesse, pouvez-vous nous expliquer c'est quoi exactement l'intelligence artificielle pour mettre nos auditeurs dans le contexte et dans l'image. Et puis, la mission d'entreprise déclarée d'OpenAI de garantir que l'intelligence artificielle à usage général profite à l'ensemble de l'humanité est-elle respectée? Qu'en pensez-vous? Alors si je vais je vais commencer par la première partie de votre question hein, sur qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle. Pour le dire assez rapidement, je vais faire référence à la première conférence que j'avais faite de ma vie et de ma carrière à l'École normale supérieure en 1989. euh, C'était une conférence sur enfin sur justement sur qu'est-ce que c'est la théorie de l'apprentissage, parce que l'intelligence artificielle, c'est essentiellement ça. C'est-à-dire la question qu'on s'est posée et à laquelle on a répondu positivement, c'est est-ce que il existe un algorithme que pourrait effectuer une machine à qui on présenterait pendant une phase dite d'apprentissage des exemples positifs et négatifs du concept qu'on veut qu'elle apprenne. Et cette machine concevrait, en déroulant cet algorithme, son propre algorithme de reconnaissance du concept euh, euh, avec un résultat qui serait une fiabilité dans la reconnaissance du concept équivalente à celle de ce qu'on appelle le superviseur, c'est-à-dire de celui qui a appris à la machine pendant la phase d'apprentissage. Alors, pour être peut-être plus concret et plus simple, si on veut par exemple qu'une machine, donc avec une webcam, apprenne le concept de rectangle, on va Mhm. lui présenter tout un tas de figures pendant une phase d'apprentissage et on va lui dire ça c'en est un, ça c'en est pas un. Donc 0, 1, selon le cas. Et au bout d'un certain temps, donc la machine va effectuer un algorithme qui va lui-même créer un algorithme qui permettra à la machine de reconnaître une forme et elle dira avec la même fiabilité que comment dire, que l'opérateur initial, ça c'est un rectangle, ça c'en est pas un. Elle se sera forgée une sorte de concept interne à la machine qui en général d'ailleurs est inintelligible pour nous. Et il y a des sociétés, notamment françaises aujourd'hui, comme Thales, qui sont en train d'essayer de développer une intelligence artificielle qui construirait des concepts qui sont comprenables par l'homme, qu'on pourrait comprendre, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde le logiciel qui est généré par une machine, on n'y comprend rien, en général. D'accord. Donc voilà pour ce que c'est l'intelligence artificielle. Juste avant de passer à autre chose, s'il vous plaît, Jean-François Oui. Geneste, enfin, ce qui tourne dans les médias sociaux, dans les journaux, enfin, ben, partout, c'est que ces algorithmes ou ces ordinateurs dotés de cette intelligence artificielle pourraient supplanter le rôle de l'homme, de l'être humain dans la vie courante. Euh, alors moi, ma question, est-ce que c'est vrai? Et est-ce que, par exemple, cette intelligence artificielle est capable de découvrir un nouveau principe physique que nous ne connaissons pas?
C'est-à-dire engendrer une hypothèse, aller la vérifier et faire ceci, cela, pour arriver que dire, par exemple, que en fait Einstein s'est trompé, la gravitation n'existe pas, mais c'est un autre principe physique qui existe. Alors, la réponse est un peu compliquée. En théorie, non, puisque de toute façon, l'intelligence artificielle ne travaille que sur des données. Donc, elle ne peut sortir des données que ce qui est déjà à Absolument. l'intérieur. Euh, après, le problème, c'est que quand on va chercher dans les données, on ne voit pas forcément toujours tout. Et avec des moyens de calcul importants, l'intelligence artificielle peut voir des choses qui nous étaient pas apparues comme évidentes initialement. Et donc, dans ce cadre-là, elle pourrait permettre de faire des découvertes. Mais elle ne découvre rien. Voilà. C'est Ouais. un peu ça le problème, quoi. Mais si on va chercher des événements particulièrement rares ou si on fait des liens entre des choses où on n'avait pas fait de lien, potentiellement, l'intelligence artificielle peut le faire. C'est-à-dire En fait, de ce qui déjà existe en termes oui. de données. Dans ce Alors, qui existe il en faut termes de voir. données. Oui, il faut voir que c'est un peu comme la calculatrice, hein, c'est-à-dire que avant on comptait à la main, après on a eu la règle à calcul pour les plus anciens comme moi, et après on a eu la calculatrice et les ordinateurs. Alors on peut dire que c'est un gros progrès, on a pu faire plein de choses. Mais comme je le disais à mes élèves à Skoltech quand j'y enseignais, regardez les Américains. Tant qu'ils ont utilisé la règle à calcul, ils ont pu aller sur la Lune, et le jour où sont passés à l'ordinateur, ça s'est arrêté, ils ne pouvaient pas. Donc si vous voulez. On ne peut pas dire plus clair que ça. Alors, allons-y, passons à Donc la suite. ensuite, alors pour la deuxième partie de votre question, pour lequel l'usage profitable à l'humanité, en fait la science est neutre. Donc après tout dépend comment les hommes vont s'en servir. Alors certains humains l'utiliseront pour le bien, d'autres pour le mal. En général, l'armée, alors à part pour quand c'est de la vraie défense, mais quand c'est pour faire du néocolonialisme, en général c'est pas très très bon. Et donc voilà quoi, c'est ça le problème. Après, le point litigieux qui reste est celui d'un accès restreint à certaines fonctionnalités pour le grand public, ce qui serait dommage d'une certaine façon, parce que vous avez vu qu'on veut limiter, enfin, un certain nombre d'acteurs veulent limiter les fonctionnalités pour le grand public. D'accord? Et ça, c'est un problème de société et éthique même relativement important, puisque voilà pourquoi on limiterait les individus et à contrario, on limiterait pas les militaires. Voilà. Donc, D'accord, bon, par ailleurs, je pense enfin, je pense que tout le monde est plus ou moins au courant, mais les données sur lesquelles travaille OpenAI, il y a des données pour le grand public donc, qui sont arrêtées calendairement 1 ou 2 ans avant. Et après, il y a les données que regarde le système en temps réel pour un certain nombre de clients comme l'armée, avec des choses beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus à jour et donc plus performantes. Et après, il y a entre les deux, entre l'armée et le grand public, il y a les entreprises qui ont un accès entre d'accord, les deux. d'accord, bien. Alors, le document justement publié par The Intercept indique que les outils d'OpenAI font partie des capacités uniques offertes par Microsoft, donc nécessaires pour garantir que la fourniture de services cloud répond à la mission et aux besoins opérationnels de l'US Africom, c'est-à-dire du commandement américain pour l'Afrique. Alors, sans accès à la suite intégrée donc, d'outils et de services d'intelligence artificielle de Microsoft, Africom serait confronté à d'importantes difficultés pour analyser et extraire des informations utiles à partir d'énormes volumes de données. C'est à peu près ce que vous avez expliqué tout à l'heure, être capable de voir ce que nous ne pouvons pas en tant qu'humains voir. Et cela peut entraîner donc des retards dans la prise de décision, une mauvaise connaissance de la situation et une réactivité réduite dans le but de répondre aux menaces dynamiques et changeantes sur le continent. Donc, fin de citation. Or, le professeur Heidi Laff, chercheur en chef à AI Now Institute, avait précédemment évalué justement la sécurité d'OpenAI, affirmant, je le cite, lorsqu'ils prétendent croire que ces outils améliorent l'efficacité, la précision et l'évolutivité,
alors qu'en fait, ces outils se sont révélés très imprécis et produisent systématiquement des résultats erronés. Et cette déclaration démontre un manque alarmant de sensibilisation de la part de ceux qui achètent ces technologies au risque élevé que posent ces outils dans des environnements critiques. Alors, et là, justement, je crois on est dans, dans cette configuration parce que il s'agit d'aider l'armée à prendre des décisions. Et donc, de tuer ou de ne pas tuer, par exemple, dans les cas extrêmes. Alors, Jean-François Jette, comment expliquez-vous cette disparité entre les déclarations des uns et des autres, justement? Et quel est votre avis sur la question? Alors, la disparité, moi, dans les opinions, je ne sais pas trop l'expliquer, mais une chose est sûre, c'est que le système d'intelligence artificielle, enfin, comme je l'ai décrit rapidement tout à l'heure, on va avoir une phase d'apprentissage, on va apprendre et on va apprendre avec un superviseur qui lui aussi peut faire des erreurs. Donc, on a la même fiabilité que le superviseur au bout d'un certain temps. Et donc, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui peut faire des erreurs. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire, on n'est pas garanti qu'on a la réponse unique comment dire, absolue à une question, et on peut se tromper. On peut se tromper parce que les méthodes mathématiques qui sont derrière, pour les auditeurs qui connaîtraient, ça s'appelle notamment, hein, c'est pas la seule, mais SVM par exemple, pour Support Vector Machine, voilà, le système est conçu pour marcher d'un point de vue probabiliste. Mais comment dire, comme il y a une probabilité de se tromper, il y a des probabilités, de grandes probabilités d'avoir raison. Donc moi, je ne serais pas aussi négatif que le professeur Laff que vous avez cité. Ensuite, après, mon avis, moi, sur la question, c'est que l'IA fait l'objet de beaucoup de fantasmes, hein. Certains pensent que les machines pourront être un jour l'égale de l'homme, voire le dépasser. Et si vous me permettez une anecdote, en 2005, hein, dans le cadre de mes fonctions professionnelles, j'ai eu une conférence avec un certain nombre de personnes, hein, dont autour de la table ce que Cisco, donc une personne de Cisco, la grande société Oui, oui. américaine, il avait le titre de Chief Futurist, ce qui m'avait quand même un peu étonné à l'époque Le comme chef, titre. le chef futuriste Oui, le chef de- futuriste. Il avait 45 ans, il était à l'époque l'employé le plus âgé de Cisco. C'est extraordinaire. Je veux dire, bon, c'est des circonstances qu'on rencontre pas tous les jours. Et il commença sa présentation en disant qu'actuellement, donc je parle de 2005, les ordinateurs avaient l'intelligence d'un chat, mais qu'en 2050, ils dépasseraient les humains sur tous les plans. Alors, je lui ai alors rappelé, moi, un théorème de mathématiques, hein, que tout le monde devrait avoir à l'esprit. Alors, un ordinateur, quel qu'il soit, quantique ou pas, ne fait toujours qu'une chose d'un point de vue formel. C'est-à-dire, il va reconnaître si un mot appartient à un langage. Et qu'est-ce que c'est un langage? Un langage, c'est un alphabet avec des lettres, des mots et une grammaire qui organise les mots. Donc, on a droit à des phrases et on n'a pas droit à n'importe quelle phrase, enfin, en fonction des critères définis par les mots et la grammaire. Alors, si on considère en informatique théorique, hein, le langage le plus simple qui soit, le langage le plus simple qui soit, c'est le langage dans lequel l'alphabet n'a qu'une seule lettre. Et après, on met aucune contrainte, c'est-à-dire qu'il comprend tous les mots qu'on peut fabriquer avec la lettre A, et les phrases, entre guillemets, il n'y a pas de grammaire. Donc c'est quelque chose d'extrêmement simple. On montre très facilement que aucun ordinateur au monde ne saura jamais reconnaître un tel langage. Pour nous, humains, nous sommes non seulement capables de le reconnaître, mais en plus capables de le concevoir. Donc c'est pour donner une idée de la distance qu'il y a entre l'intelligence artificielle et, si je puis dire, l'intelligence naturelle. Donc, je reviens maintenant à ce que je disais lors de ma première réponse, hein. Il y a une phase de supervision dans les 10 systèmes d'intelligence artificielle. La machine ne va faire que répliquer la fiabilité du superviseur, hein. Et si elle rencontre une situation inconnue, parce que ça faisait partie de votre introduction, elle classifiera, au sens propre des classifieurs, alors je suis désolé un petit peu, c'est technique, mais l'événement au plus proche de ce qu'elle connaît. Mais elle n'a Mhm. aucune puissance de réflexion. Il faut voir que c'est juste un. Vous voyez, vous avez des cases. Et on peut imaginer qu'il y a des cases qui ont été définies par les anciennes données, et puis on fait tomber les événements. Et les événements, bah, il faut qu'ils tombent dans une case.
Donc, quand il tombe dans une case, ben, on dit que c'est comme si c'était ce qui a permis de définir la case. D'accord, Mais d'accord. si c'est pas le cas, ben, ça Donc, va pas marcher, si je quoi. On va se comprends tromper. bien, donc l'IA, quel que soit son niveau de développement, elle peut être un outil sur lequel l'intelligence humaine peut s'appuyer, avec lequel elle pourrait s'aider dans pas mal de travail ou dans une prise de décision, mais en aucun cas, c'est-à-dire prendre la place de l'homme, réfléchir à sa place et décider à sa place. Absolument. En plus, enfin, certaines personnes disent que ce qui pourrait caractériser une IA, c'est est-ce qu'elle a conscience qu'elle existe? Donc déjà, là, on est mal barré. Ça va être compliqué. Donc voilà. Enfin bon. Bon, alors, alors, il y a alors, à la suite d'une directive de la Maison-Blanche ordonnant au Pentagone d'accélérer l'adoption d'outils comme ceux proposés par OpenAI, la société a publié un article décrivant son approche de l'intelligence artificielle et de la sécurité. Alors, selon le message, les valeurs qui guident notre travail en matière de sécurité nationale incluent les valeurs démocratiques, les droits de l'homme et de la responsabilité, expliquant, encore une fois, je cite, nous pensons que toutes les applications de l'intelligence artificielle, en particulier celles liées au gouvernement et la sécurité nationale, doivent être soumises à une surveillance et à des directives d'utilisation et à des normes éthiques claires. Et là, le langage d'OpenAI reflète justement clairement un ordre de la Maison-Blanche interdisant aux agences de sécurité et de renseignement d'utiliser l'intelligence artificielle d'une manière non conforme aux valeurs démocratiques. C'est ce que rapporte le Washington Post. Alors, Jean-François Jeunesse, croyez-vous à l'existence de moyens de contrôle sur les outils et les applications de l'IA, notamment quand elles sont utilisées par l'armée ou les services de renseignement? Et plus est en Afrique. Oui, alors, le moyen de contrôle, comment dire, sur quelque sujet que ce soit, il ne faut pas en sous-estimer les dangers. D'accord? Le contrôle, s'il s'effectue, se fera selon ce que le superviseur aura décidé. Parce qu'en fait, ce qu'il faut voir, c'est que l'intelligence artificielle, il y a quand même, entre guillemets, au départ, dans pas mal de cas, un humain qui est derrière. Et c'est l'humain qui fait la loi, entre guillemets, hein. Même une fois après, on lâche l'intelligence artificielle, mais au départ, elle a été supervisée, comme je l'ai dit. Et donc, supervisée, bon, ben voilà, il y a une trace humaine et on lui a mis ce qu'on voulait lui dire. Donc, ça sera donc nécessairement une dictature, hein, et rien à voir avec la démocratie, puisque quelqu'un aura donné le ton, si j'ose dire, pour reprendre un terme militaire. Alors, c'est un système qui empêchera, alors il faut savoir aussi, toute évolution, hein. Prenons un exemple concret, hein. La royauté française, hein, s'est effondrée en 1789. Quoi qu'on en pense, le régime qu'elle représentait était à bout de souffle. Il y a donc eu une dérive temporelle entre Hugues Capet et Louis XVI, et qui peut penser qu'en 8 siècles, il n'aurait pas fallu des modifications substantielles à une intelligence artificielle qui aurait contrôlé le système, vous voyez? C'est difficile à dire, hein, Oui, oui. qu'aurait dit et fait l'intelligence artificielle dans le conflit qui amena à la guerre de 100 ans entre la France et l'Angleterre, par exemple, puisque derrière, ce que disent les gens, c'est la démocratie. Je rappelle que si on avait suivi la loi, bah, c'est le roi d'Angleterre qui aurait dû devenir roi de France, et c'est parce que c'est un certain nombre de personnes ne l'ont pas accepté qu'il y a eu la guerre. Mhm. Comme expliqué donc dans l'exemple que je viens juste de prendre, là, la société évolue et cette évolution ne peut en aucun cas être prédite, hein, on l'a dit tout à l'heure, au début, par l'intelligence artificielle, contrairement à ce que certains voudraient faire croire. Et enfin, ce qui me fait le plus rire dans tout ça, hein, c'est ceux qui veulent garantir la démocratie et ses valeurs par intelligence artificielle, hein. Rappelons leur juste ici que la démocratie, ce devrait être la volonté des gens qui s'impose. Et prenons encore le cas de la France qui s'islamise à grands pas. Aujourd'hui, ce pays est gouverné par une clique woke et pro-LGBT. Si demain, disons en 2050, pour faire un clin d'œil à l'ancien chief futuriste de Cisco, l'islam devient largement majoritaire, alors il est fort à parier que démocratiquement, les lobbies LGBT disparaîtront et seront pourchassés, ce à quoi les catholiques ne s'opposeront pas non plus. Donc on voit bien il peut y avoir de grands changements dans un système démocratique, et si tout ça c'est géré par l'intelligence artificielle, c'est extrêmement, comment dire, délétère,
parce que en fait, c'est une dictature comment dire, qui se justifie en disant, je vous garantis la démocratie et au nom de la démocratie, je vous interdis quasiment tout. D'accord? D'accord. Donc, après ce que je viens de dire, je réponds clairement à votre question, hein. Maintenant, l'IA militaire en Afrique comme ailleurs ne vise qu'à imposer une dictature qui ne porte pas son nom. Voilà. Ça, c'est le fond de ma pensée D'accord. profonde. Et c'est extrêmement dangereux parce que vous remarquerez, jusqu'à maintenant, on avait des outils comme Google, par exemple, Google Search, hein, Mhm. on veut une réponse de Google et vous avez alors, la première page, mais on vous dit il y a 1000 pages de réponses. Et quand vous demandez à ChatGPT, ben, on vous dit la réponse, c'est celle-là. C'est Donc celle-là, ouais. c'est un petit peu plus directif quand même, hein, globalement. Ouais. Bien. Alors là, en partant de ce que vous voulez de dire, Jean-François Geneste, la présence de l'Africom en Afrique est importante et souvent controversée, bien sûr, malgré donc les allégations de peu d'impact sur le continent. The Intercept, justement, le même journal d'investigation, a publié en 2020 une carte Africom précédemment classifiée, montrant un réseau de 29 bases militaires américaines, soit déclarées ou non déclarées, hein, qui s'étendent d'un bout à l'autre de l'Afrique. Alors, une grande partie de la mission de l'Africom, depuis sa création en 2007, a consisté à former et conseiller les troupes africaines, à mener des missions furtives avec les forces d'opération spéciales et à exploiter des bases de drones pour contrer, selon eux, les groupes djihadistes, notamment au Sahel, dans le bassin du lac Tchad et dans la Corne de l'Afrique, dans le cadre des efforts de sécurité et la stabilité sur le continent. Enfin, c'est ce qui est dit. Alors, or, les résultats, justement, furent désastreux. En effet, donc, entre 2002 et 2003, premières années donc, de l'assistance antiterroriste américaine dans le continent, il y a eu que 9 attaques terroristes dans toute l'Afrique, selon le département d'État. Et ce nombre-là, figurez-vous que en fin de 2023, était, enfin, ces dernières années, de 6700 attaques, soit une augmentation de 744,44%, selon le Centre africain d'études stratégiques du Pentagone. Alors, l'IA, à votre avis, apportera-t-elle la différence à l'efficacité de l'armée américaine en Afrique? Et puis, est-elle vraiment capable de remplacer le travail humain? Est-ce que avec tout ce qui a été déployé, il y a eu un échec. Bon, c'est parce qu'ils n'ont pas su s'y prendre ou parce que c'était voulu. Et qu'en pensez-vous? Alors, aussi bizarre que ça puisse paraître, et pour abonder dans le sens de ce que j'ai dit précédemment, l'intelligence artificielle ne fait que ce qu'on lui demande de faire. Donc, effectivement, l'IA apporte une différence dans l'efficacité. Alors, je ne parle pas de l'efficacité américaine en Afrique, mais je parle de l'efficacité qu'elle peut apporter, puisqu'elle permet de traiter un plus grand nombre de données et d'avoir des décisions plus rapides et plus fiables en général. D'accord. En revanche, enfin pour moi en tout cas, pour l'exemple que vous avez pris sur le terrorisme et l'augmentation du terrorisme, alors déjà on peut être dans un système où on, on prend un phénomène qui émerge à un moment donné de l'histoire et il augmente avec le temps. Donc, ce qui expliquerait une partie de l'augmentation de passer de, je sais plus combien, 9 attaques à 6700. Euh, mais il y a aussi le fait, enfin, alors ça c'est un avis personnel, hein, moi je pense que les États-Unis sont un pompier pyromane en matière d'attaques terroristes et de djihadistes, hein. Donc on l'a vu parce ils ont un historique assez déplorable sur le sujet en Afghanistan, où ils ont financé les djihadistes contre le gouvernement de l'époque qui avait appelé l'URSS à la rescousse en 1979, et après ils ont trouvé que c'était pas si mal que ça et ils ont continué dans d'autres pays. Donc voilà. Euh, Après, encore une fois, pour moi, l'intelligence artificielle, c'est comme un outil de calcul, comme je le disais tout à l'heure. On peut calculer, comment dire, plus vite, de manière plus importante, et donc ça permet d'être meilleur en termes de calcul. Après, il faut faire une différence entre les calculs qui donnent un résultat
et les décisions humaines qui sont derrière. Et si je reprends mon exemple d'aller dans la Lune avec la règle à calcul et de plus peut être capable de le faire avec l'ordinateur, voilà, c'est un peu ça c'est un peu ça le problème. Ouais, ouais. Pour continuer dans le même élan, avant de passer à un autre sujet, l'état-major interarmé des États-Unis a publié le 10 février 2023 sa doctrine du concept commun de la compétition stratégique, ce qu'il appelle concept commun de la compétition stratégique. Donc, ce document qui a été préfacé et signé par le chef de l'armée américaine, le général Mark Milley, décline la stratégie et les moyens de la guerre hybride dont la force militaire n'est qu'une partie du dispositif, qui devrait être déployée par une force combinée interarmée afin d'assurer les intérêts vitaux des États-Unis et pérenniser leur suprématie stratégique sur tous les concurrents. Et puis, à la lecture de ce document, il apparaît que les stratèges américains estiment qu'en cas de conflit ouvert, les États-Unis ne seront probablement pas en mesure de se lancer dans une guerre sur deux fronts, avec la Russie et la Chine, essentiellement, puis auquel on pourrait ajouter actuellement l'Iran et la Corée du Nord. Et puis, ainsi, il préconise de déplacer la concurrence vers des domaines où les États-Unis peuvent utiliser leurs avantages, leur effet de levier et leur initiative. Alors, d'abord, qu'en pensez-vous de cette vision du concept commun de compétition stratégique US? Et puis, en Afrique, le sujet qui nous intéresse, l'intelligence artificielle sera-t-elle le pilier central de la guerre hybride, justement, que l'armée américaine compte mener contre ses rivales russes et chinoises en Afrique? Alors, moi, je voudrais ici opposer d'abord le concept américain de compétition stratégique et celui chinois d'harmonie et de Mhm. stratégie gagnant-gagnant. Ça, D'accord. c'est quand même ce qui fait qui devrait faire la une des journaux aujourd'hui, hein. Rien que dans les mots, on voit qui est le bon et qui est le mauvais, si je puis dire. Et pour une fois, les rôles sont largement renversés. Chacun qui analyse un tant soit peu les vocables utilisés le voit immédiatement. Et pour ce qui concerne l'intelligence artificielle américaine, faisons confiance aux Russes et aux Chinois qui pourraient, espérons-le, davantage miser sur l'intelligence réelle de leurs ressortissants, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, car il ne faut pas oublier ce fait fondamental dans le monde actuel, hein. Pendant que l'Occident est en effondrement intellectuel, je pèse mes mots, son système éducatif est même plus capable de sortir des gens qui sont seulement bien formés. Les deux géants asiatiques, et probablement aussi l'Inde, qu'il ne faut pas oublier, ont réussi à conserver un réel niveau d'instruction dans leur population et parviennent à offrir aux personnes cultivées un niveau de vie qui est en rapport avec leurs compétences réelles, hein. Ce n'est plus le cas dans le bloc de l'Ouest aujourd'hui. Donc ça, c'est un vrai sujet sur ce qu'on pourrait considérer comme une sorte de compétition réelle. L'intelligence artificielle n'a rien à voir là-dedans, heureusement d'ailleurs. Alors la Mhm. stratégie que comme je l'ai expliqué plus haut, hein, pour défaire les États-Unis, serait très simple, hein, dans un contexte comme celui-là, puisqu'on est quand même encore dans le contexte militaire, c'est analyser la situation et utiliser des leviers qui induiront l'intelligence artificielle, pardon, américaine en erreur, Mhm. car elle sera dans l'inconnu de son superviseur. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, l'IA peut faire des erreurs. Si on connaît la façon un peu dont marche l'IA en face, ben, on va pouvoir l'induire en erreur. Et on va pouvoir conduire les gens qui suivent aveuglément l'IA parce qu'eux-mêmes n'ont pas vraiment d'intelligence naturelle, à tomber dans tous les pièges possibles et imaginables. Alors, pour information, hein, quand j'étais professeur à Skoltech, j'avais fait une proposition de programme de recherche pour défaire une IA en combat singulier. Alors que j'avais le soutien de certains de mes C'est-à-dire collègues, en combat singulier. en combat singulier, c'est-à-dire que vous êtes face à une IA Oui. et vous voulez comment dire, vous voulez l'induire en erreur. Alors, on peut imaginer beaucoup de situations, hein, puisque vous parliez de guerre hybride plus haut. On peut imaginer beaucoup de situations, mais prenons-en une qui pourrait intéresser pas mal de monde. De plus en plus, les investissements dans le domaine financier sont gérés par IA, les décisions. Et si vous perturbez l'IA, et si vous lui faites prendre des vessies pour des lanternes, par exemple, eh bien, elle va faire les mauvais choix, les mauvais investissements, et il va se perdre des sommes colossales comme ça. Vous voyez? Alors ça, Mhm. c'est dans le domaine financier. Il peut y avoir des domaines plus stratégiques, il peut y avoir des domaines sociaux, sociétaux, etc. Toute la panoplie est ouverte. D'accord?
Et on m'avait malheureusement à l'époque refusé le programme je proposais, même si j'avais le soutien de certains de mes collègues. Mais il ne faut pas négliger le fait qu'une IA, ça peut s'attaquer et on peut la faire tomber, entre guillemets, et en gros, dans tous les pièges qu'on veut si on s'y prend bien. D'accord. Donc, Bien. c'est pas un gros avantage, d'accord? Alors après, quand c'est des machines autonomes, quand on avait discuté avant cette émission, je vous avais envoyé un article que j'avais Oui, 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 publié. absolument. Si c'est par exemple sur des cibles pour des missiles ou des drones pour tuer quelqu'un, là, l'IA elle sera beaucoup plus performante, hein. Ça a été reconnu largement qu'un un opérateur éloigné pour assassiner quelqu'un, par exemple. Mhm. D'accord? C'est beaucoup plus efficace et beaucoup plus fiable. D'accord. Alors, de nos jours, le numérique, justement, il est devenu un enjeu stratégique dans les rapports de puissance entre États et puis l'intelligence artificielle. À titre d'exemple de ce que vous venez de dire maintenant, donc les développements récents liés en partie à l'émergence et le déploiement du cyberspace et des données massives, big data, constituent aussi la composante essentielle d'une lutte bel et bien engagée et dont l'objectif est d'assurer aux États un avantage stratégique décisif dans l'appropriation, le contrôle et in fine la domination de et par cette technologie aux usages si variés. Et puis, nous avons l'intelligence artificielle, elle représente aussi un enjeu géostratégique aux dimensions militaires affirmées. Et dans ce cas, on présume en effet que l'IA permettra notamment une meilleure coordination sur le champ de bataille, une résilience améliorée des systèmes, des réseaux de communication, des capteurs, des interfaces homme-machine en cas de conflit, et sans évoquer le recours donc à des systèmes létaux autonomes. Alors, qu'en pensez-vous justement? Et là, vous pouvez nous développer, s'il vous plaît, par rapport à ça pour que les gens comprennent. Et comment estimez-vous l'état de développement de l'IA dans ces domaines? Et l'Afrique pourrait-elle rattraper le retard dans ce secteur névralgique du futur en s'associant à des partenaires comme la Chine et la Russie? Oui, alors pour ce qui concerne comment dire, l'autonomie des machines, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur un champ de bataille, le, comment dire, l'IA va être beaucoup plus performante qu'un opérateur. Elle se posera pas de questions par ailleurs, donc je veux dire, elle aura une efficacité vue de la part du commandement. Si on a donné des ordres, bon voilà. Vous savez comme moi qu'à l'époque de la guerre froide, il y a un soviétique qui avait évité la guerre nucléaire puisque ses écrans lui Absolument. montraient des départs de missiles et il a dit non non c'est pas possible et il a arrêté. Avec une IA, ça marche pas. On aurait la C'est guerre nucléaire On aurait la guerre assurée. nucléaire. Absolument. On aurait la guerre nucléaire, absolument. Ça, c'est garanti. D'un autre côté, si je reprends l'exemple du conflit ukrainien, si, imaginons que l'OTAN gagnerait ou aurait gagné le conflit ukrainien et qu'il mettrait des missiles à nucléaire à 3 minutes de Moscou, comment dire, là, c'est pas le gouvernement qui peut décider, c'est forcément une IA. D'accord? Parce qu'en 3 minutes, on n'a pas le temps de se réunir, de prendre une décision aussi grave que Ouais, celle-là. ouais. Et donc voilà. Donc je veux dire, il y a des pour et il y a des contre. C'est assez compliqué en fait de voir. Il faudrait prendre chaque situation. Et sans compter qu'en plus, comme je l'ai dit, on peut induire en erreur. Donc imaginez que des Américains induisent l'IA russe en erreur et que les Russes ripostent à ce qu'ils croient être une attaque, qui n'en est pas une, et ils porteraient la responsabilité morale d'avoir déclenché la guerre nucléaire, alors que ils n'auraient fait que répondre. Vous voyez, enfin, on peut imaginer tout un tas de scénarios absolument tordus, plus tordus les uns que les autres. Il faut énormément se méfier. C'est pour ça que moi, je préfère l'intelligence naturelle. Euh, Ouais. mais, encore une fois, comme je l'ai dit, dans certains cas, on ne peut pas se passer de l'intelligence artificielle. C'est un outil. Il faut voir ça comme un outil. Et dans certains cas, il faut pas pousser, alors ça c'est pour les aspects militaires, il faut pas pousser les militaires de part et d'autre, que ce soit en Occident ou en Orient, à reposer sur des outils d'intelligence artificielle pour prendre des décisions majeures. Parce que là, sinon, on est dans le piège total et ce sera particulièrement grave pour l'humanité.
Après, si vous voulez, puisque vous parlez de que l'Afrique rattraper son retard, etc. Comment dire, moi ce que je pense, hein, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde entier, on a une réduction comment dire, de la natalité. Et en Mhm. fait, on a des pays en décroissance démocratique, sauf en Afrique et dans une moindre mesure en Inde. Bon, ben, l'avenir, il est là. Il est là où il y a de l'intelligence naturelle, là où il y a du monde. Et Là où comment il y a dire, des gens qui sont capables de calculer avec la tablette, pas Oui, 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 mais pour aller vous sur la savez, Lune sans utiliser des ordinateurs. oui, oui, mais enfin, bon, en fait, on a eu une grande illusion avec ces histoires d'ordinateurs depuis Ouais, ouais. les 70. Ça a donné un certain nombre d'avantages, mais on a pensé, beaucoup de gens pensent que plus on va calculer, et d'ailleurs c'est la course aux supercalculateurs Ouais, mondiaux, ouais. et plus on va être bon, et plus, enfin, non, la réponse c'est pas ça. C'est Je me rappelle même une fois dans une discussion avec vous, vous nous avez raconté une anecdote où vous aviez donc proposé, quand vous étiez à EADS oui. Airbus, euh, vous avez un problème que vous avez pu résoudre en 30 minutes, vous avez trouvé un résultat, alors que ceux qui l'ont pris pour faire un supercalculateur, programmer un algorithme et tout, ont mis 6 mois. Donc, C'était, vous, en oui, 30 c'était pire que minutes, ça. Oui, oui, je me souviens. ouais, ouais, C'était de l'aérodynamique sur un gros engin hein, qui était un dirigeable qui faisait, je sais plus, 200 mètres de long. Et il se trouve que les logiciels d'aérodynamique sont pas tellement faits pour ça, si vous voulez. Et moi, en 10 minutes, j'avais trouvé un coefficient de portance et un coefficient de traînée qui d'accord. était enfin, d'une certaine logique, mais en 10 minutes, hein, c'est pas plus que ça. Et de l'autre côté, au bout de 6 mois, avec un étudiant en master, je sais pas quoi, enfin bon, etc., au bout de 6 mois, ils ont convergé vers un coefficient de traînée, un coefficient de portance. Le coefficient de traînée, c'était le même que le mien à 10% près. Et le coefficient de portance, c'était zéro, alors que c'était pas possible. Donc, la fiabilité du résultat, c'était zéro. Voilà, enfin, c'est aussi simple que ça. Voilà. Et donc, oui, oui, les machines, Voilà, un exemple, la main à la pâte. voilà, exactement. Bien, alors la compétition autour de l'IA, Jean-François Jeunesse, ne se limite pas évidemment à la seule question militaire, mais si celle-ci revêt, même si celle-ci revêt donc des dimensions préoccupantes, elle porte également sur des enjeux économiques de première importance, notamment assurer un avantage compétitif crucial dans le développement et le déploiement des outils et de commander ainsi une position prééminente dans le marché, euh, par exemple les marchés financiers. Et alors, l'IA devient alors une question de géoéconomie. Et la géoéconomie, justement, est au cœur de l'action récente des États-Unis, que ce soit par le recours aux sanctions économiques, des atteintes courantes aux principes du libre-échange, au nom de la sécurité nationale, le refus de se soumettre aux décisions de l'OMC, des mesures protectionnistes propres à permettre la réindustrialisation. Et l'hégémon américain, justement, dans ce cas de figure, il s'appuie sur de très grands noms, c'est des géants, justement, de ce domaine, comme Google, Amazon, Facebook, Apple, etc. Alors, en usant des grands acquis tant vantés donc de l'EA, les États-Unis pourraient-ils maintenir vraiment leur hégémonie économique financière et monétaire en dépit, hein, c'est là ma question, en dépit de ce qui se passe dans la sphère économique et physique réelle. Est-ce que ce n'est pas, on n'est pas en train d'assister à une projection dans un espace virtuel en se découpant parce que même dans ce cas-là, c'est-à-dire que l'IA, si elle ne comprend pas le b.a.-ba de l'économie réelle, de l'économie physique. Et donc, si, comme vous disiez tout à l'heure, celui qui contrôle l'IA ne peut pas faire cette différence, est-ce que cela vraiment pourrait faire la différence dans ce cas de figure?
Alors, sûrement pas, et pour des raisons enfin, qui sont peut-être un peu longues un peu trop longues à expliquer ici, mais les US ne seront pas capables de maintenir leur hégémonie, hein. D'ailleurs, leur hégémonie actuellement, elle est absolument factice en réalité. En parité de pouvoir d'achat, hein, si on regarde que ça, et en ne comptant que ce qu'ils produisent, c'est-à-dire je parle de la production manufacturière, ils représentent environ 8% de la production mondiale. Donc il n'existe pas. Hein, et par ailleurs, jusqu'à récemment, ne pas leur obéir, les sanctions et éventuellement conflits, donc ça, pour des pays faibles, c'est effectivement dramatique. Mais la guerre en Ukraine a montré qu'ils n'ont pas les capacités militaires à la hauteur d'un pays comme la Russie et donc de la Chine, hein, a fortiori. Mais c'est pas tout. Nous, on voit leur faiblesse militaire au Moyen-Orient, par exemple, avec Ansar Mhm. Allah, qu'ils n'arrivent pas à éradiquer, leur incapacité à être efficace par Israël interposé en Iran récemment, là, très très récemment, et peut-être aussi par-dessus tout, ont-ils épuisé leur capital de sympathie auprès de tous les peuples du monde, puisqu'ils ont perpétré et continuent à perpétrer par le monde les pires crimes que l'humanité ait jamais connus. On le voit tous les jours. Si vous voulez, voilà quoi, pour l'économie, alors économique et financière, puisque ça faisait partie et monétaire, ça faisait partie de votre question. On pourrait aussi rappeler que la réunion à Kazan des BRICS, qui met en place un système financier, monétaire, comment dire, à défaut d'être compétiteur, enfin séparé, d'accord, pour éviter justement les ingérences dans les affaires des autres, des États-Unis. Donc effectivement, voilà. Donc en gros, si on résume, un système financier qui se fracture, ils vont perdre la moitié du monde. Ils ont déjà perdu la moitié du monde et peut-être qu'avec le temps, ça sera bien davantage. Et un système physique où ils ne représentent que 8% de la production. Et en plus, ce que personne ne dit, mais ils sont dépendants. Hein, c'est-à-dire Effectivement. qu'aujourd'hui, de mémoire, hein, je crois que 95% des terres rares sont produites en Chine. Si demain les Chinois coupent le robinet, eh ben, il y a plus un composant électronique qui sort des États-Unis, quoi. Et donc, pour faire leurs armements, etc., ça leur sera compliqué. Euh, D'accord. Alors, c'est un exemple, hein. Il y en et a- justement, par rapport à ça, justement, les États-Unis, on peut bien imaginer que dans leur démarche, ils vont rassembler leurs alliés avec eux. Et ce que justement les pays du Sud global ne manqueront pas faire, aussi de faire. C'est un peu ce qui s'est dégagé dans les derniers sommets, que ce soit de je suis l'OCS d'accord avec ou... vous. Je suis d'accord avec vous, mais si on prenons par exemple, imaginons qu'il y aurait un divorce assez rapide Mhm. entre l'Occident et le Sud global. Je reprends l'exemple des terres rares. Effectivement, il y a des ressources, hein, en Occident pour ça. Le problème, c'est que entre le moment où on décide qu'on va exploiter et le moment où on peut vraiment exploiter, il va se passer une dizaine d'années. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans l'intermédiaire? D'accord. Quelles vont être les rétorsions économiques? Et encore une fois, ce n'est qu'un exemple, il y en a d'autres. Alors, il y en a certains où la constante de temps est plus faible, mais dans tous les cas, c'est un vrai sujet. Je vais prendre un autre exemple peut-être, mais alors, je me souviens pas quel c'était dans les années Bush, je pense, Bush fils. George W. Bush voulait rapatrier les productions informatiques, enfin électroniques, notamment les ordinateurs, aux États-Unis. Il voulait Mhm. les rapatrier d'Orient, de Taïwan, enfin, etc. Et pour pour créer de l'emploi aux États-Unis. Et il y a ces conseillers économiques qui lui ont expliqué que si on prenait un ordinateur à l'époque à 1000 $, comment dire, le coût de revient aux États-Unis serait de 900 et ils le vendraient 1000, donc il y aurait 100 $ de profit qui serait fait, alors que il était produit à 100 $ à Taïwan et que le profit aux États-Unis $900. c'était de Donc, 900, voilà. Donc voilà un petit peu comment les choses se passent. Et donc, le rapatriement et la réindustrialisation des pays occidentaux aujourd'hui, avec leurs coûts, induit, enfin, de mon point de vue, c'est pas possible. Un autre petit point peut-être sur cette réindustrialisation, les imprimantes 3D ont été quelque chose de très, et restent très populaire. Et une des raisons,
qui a complètement raté, c'est parce qu'à un moment donné, aux États-Unis, on a pensé que on allait pouvoir relocaliser les productions aux États-Unis. Bon, alors dans certains cas très rares, d'ailleurs, ça s'est fait, mais c'est très rare, et les productions de masse sont restées en Chine, en Inde, etc. Bien, alors quand même, j'aimerais bien qu'on termine il nous reste des minutes, et Oui. j'aimerais bien qu'on les consacre à ce qu'on pourrait faire de positif. Parce que, et d'ailleurs, je vous remercie, vous avez commencé vos réponses et votre développement en nous disant que l'IA, c'est comme n'importe quelle science, elle n'est pas positive ou négative en soi, mais c'est l'homme qui en fait le choix. Est-ce qu'il veut faire quelque chose de bien ou il veut faire quelque chose de mauvais? Alors, dans le cadre justement de votre entreprise Warpa, vous avez développé un dirigeable que vous imaginez faire une sorte de révolution dans le transport avec ce dirigeable. Et ce dirigeable, justement, utilise l'intelligence artificielle. Alors, pouvez-vous nous expliquer cet exemple-là et nous montrer comment l'intelligence artificielle peut contribuer au bien de l'humanité? Alors, merci en tout cas de cette question. Donc, alors, le dirigeable que j'ai conçu, il est fait pour faire du transport, de la logistique, et notamment pour développer des pays qui ont de grands espaces et avec peu d'infrastructures routières, autoroutières. Et donc, ça va permettre de diminuer les investissements Et de même manière les drastique. aéroports, même s'ils n'ont pas d'aéroport, Oui, oui, beaucoup même d'aéroports. pas, on n'a pas besoin d'infrastructures au sol. On peut aller n'importe où, de n'importe quel point à Voilà. n'importe quel point sans infrastructure au sol. Cela intéresse beaucoup les pays africains, justement, Oui, oui, qui veulent absolument. avancer dans pas mal de secteurs. Pour les, Oui, pour les pays africains, par exemple, le point, c'est que si vous construisez une autoroute, il va falloir un investissement colossal parce que c'est extrêmement cher. Et ensuite, il va falloir en plus que les entreprises investissent dans des camions derrière suffisamment pour faire du trafic. Alors que si on a un dirigeable, si vous voulez, ben, on va payer une unité. Si ça marche bien, on fait des profits, on va en payer une deuxième, enfin, etc. On va croître avec le marché au lieu d'avoir des investissements colossaux initiaux. Alors, pour avoir des coûts de revient qui soient suffisamment faibles dans l'exploitation, donc je le dis pour ceux qui nous écoutent là, mais le coût objectif, c'est 10 centimes d'euros la tonne kilomètre pour le transport. Donc c'est extrêmement compétitif, y compris par rapport au transport routier. Aujourd'hui, le transport routier est aux alentours de 10 euros, de 10 centimes d'euros la tonne kilomètre, mais on oublie de compter le coût de l'infrastructure routière. On est plus près d'1 euro la tonne kilomètre quand on compte le coût de l'infrastructure. Alors je parle de prix européen que de 10 centimes. Et si vous voulez, les trajets vont être alors rapides par rapport au fret traditionnel, par bateau, voire même par train. En revanche, ils vont être relativement lents. On va aller à des vitesses de 60 à 100 km à l'heure en moyenne. Et donc, le- les réglementations aéronautiques imposent donc beaucoup de pilotes qui vont s'embêter parce qu'il n'y a rien à faire. Vous savez, enfin bon, voilà. Donc, l'idée, c'est de supprimer des pilotes, pour éviter les erreurs. Vous savez que la plupart des crashs d'avions sont liés à des erreurs de pilotage. Mhm. Comment dire, et donc pour éviter ça, ben, mettre une intelligence artificielle à l'intérieur est la meilleure solution qu'on puisse avoir. Elle va pas s'embêter, elle va être efficace, enfin, etc. Alors il faut aussi dire que donc il y aura tout un tas de capteurs autour du dirigeable qui vont Mhm. apprécier l'environnement, et tant que l'environnement fait partie de ce qui est reconnu par l'intelligence artificielle, eh bien, tout va être automatique. Le jour où l'environnement n'est pas reconnu, parce que ça, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais dans la phase de supervision, on reconnaît un rectangle, on ne reconnaît pas le rectangle, ou on ne reconnaît rien. Et D'accord. donc, dans ce cas-là, si on ne reconnaît rien, à ce moment-là, il y aura un système qui donnera la main à un centre de contrôle mondial par liaison satellite et en fonction de ce qu'on verra, il y aura un Mais humain. Jean-François Jeunesse, juste pour que les gens soient mis dans euh, le dirigeable, c'est un drone, c'est ça? C'est Oui, un c'est un drone, drone, oui. un drone c'est-à-dire et qui est grand avec deux ballons. Oui, c'est un catamaran qui va faire 220 mètres de long, 110 mètres de large et 40 mètres de haut.
Voilà. En gros, c'est ça. Donc, c'est un Et qui grand peut se drone. déplacer. Alors, il peut se déplacer dans tous les sens, verticalement, horizontalement. Enfin bon, c'est comme Et un. porter une charge de combien, s'il vous plaît? Alors, la charge, c'est une question un peu délicate. C'est 100 tonnes avec un plein de carburant qui permet de faire 60 000 kilomètres. Mais si, donc, le plein de carburant, c'est 118 tonnes d'hydrogène, carburant. Et bien entendu, si on se limite à 5 000 kilomètres, par exemple, on peut mettre 18 tonnes de carburant et on a 200 tonnes de charge utile. D'accord. Vous voyez, mais il est conçu pour 100 tonnes de charge utile avec 60 000 kilomètres d'autonomie, de rayon d'action, en fait. Et Sans, donc sans, sans là, carburant. pour aller chercher la marchandise, ou on peut aussi l'utiliser pour le transport humain, n'est-ce pas? Ah oui, oui, on peut l'utiliser pour le transport humain. À l'origine, il est plutôt fait pour la logistique parce que le cœur de marché est plus pour la logistique. Mais on peut, alors, il y a dans les applications et dans le business plan, il y a un business plan de transport de passagers au-dessus de ce qu'on appelle les mégacités. Les Mhm. mégacités, c'est les grandes agglomérations, Mexico, New York, Shanghai, enfin, etc. Ces mégacités sont complètement bloqué actuellement en termes de transport. On a fait tous les trains, tous les métros, toutes les routes qu'on pouvait faire. Et donc l'idée, c'est de passer par la troisième dimension. Donc le dirigeable, lui, il flotte, donc il risque pas de tomber. Et on ferait une sorte de métro aérien de station à station. Et comme puisque tout à l'heure on disait il n'y a pas besoin d'infrastructure au sol, il peut même se poser sur le toit des gratte-ciel, où on mettrait une sorte de D'accord. petite gare et où les gens arriveraient, ils descendent et on repart de station en station. Alors ce qu'il faut savoir, ce qui est ça, quand j'avais fait l'étude de ça, j'avais été surpris. Le coût du ticket, le coût de revient est inférieur à celui d'un métro normal. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas à creuser l'infrastructure avec les tunnels, enfin, etc. Et donc on Ouais, n'a ouais. pas et on n'a rien à entretenir après. Alors que dans un métro normal, vous avez à entretenir les rails, enfin bon. D'accord. Alors, dans un pays, par exemple, qui voudrait utiliser ça pour le fret et pour le Oui. transport humain, est-ce qu'il y a un risque de saturation dans le ciel, dans l'utilisation, c'est-à-dire la fluidité des dirigeables qui peut être utilisée sans qu'il y ait de danger? Donc, Ah non, absolument pas. Enfin, je veux dire, si on parle de transport humain, imaginez que, puisqu'on est en 3D, l'engin lui-même peut monter jusqu'à 7000 mètres d'altitude, mais pour garder une charge utile, on se limitera à 2000, hein, pour 2000 mètres pour les aspects civils. Mais quand vous d'accord. avez, même à 40 mètres à 40 mètres de hauteur et comment dire, sur 2000 mètres, vous avez une marge de manœuvre. Enfin bon, on pourrait y mettre toute l'humanité. Je crois me rappeler d'ailleurs que, puisqu'il y a des gens qui trouvent que la planète est surpeuplée à 8 milliards, je crois que si on mettait 100 mètres carrés par personne, toute l'humanité, 8 milliards, ça tient dans l'Irlande. Donc, c'est pour dire, donc, vous voyez, Non, donc, ouais, sur ouais. une surface relativement importante avec un volume, voilà, on peut mettre tout ce qu'on veut. Il n'y a Et pas de donc, saturation. le rôle, pour en finir, donc, le rôle de l'intelligence artificielle ici, Oui. comment vous l'intégrez dans la gestion du transport, qu'elle soit humain ou en ce qui concerne le fret de marchandises? Et puis, quel est son rôle exactement Alors, le rôle de le dirigeable? l'intelligence artificielle, oui, oui, d'accord. Le rôle de l'intelligence artificielle, le premier rôle, puisque quand on veut voler, on doit déposer un plan de vol auprès des autorités de contrôle aérien. Donc, alors, pour le dirigeable, la ligne la plus courte n'est pas la ligne droite. En fait, ça dépend du vent. On va se servir du vent comme un voilier. Donc, selon le jour, l'heure du jour où on est, etc., et si on veut aller d'un point A à un point B, on va pas être comme sur l'aviation civile traditionnelle où on prend une route qui est toujours la même. Là, on va calculer la trajectoire optimale en fonction des conditions météo du moment. Et donc, l'intelligence artificielle va obtenir des informations de la météo et en D'accord. fonction donc, En de ce temps qu'elle réel. connaît, En voilà, en temps temps réel. réel, elle va calculer son trajet et elle va négocier elle-même avec les autorités de contrôle aérien en disant, ben voilà, moi je voudrais passer par là, par là. Donc si les autorités sont pas d'accord, ben, elle fera des propositions, comment dire, qui sont moins bonnes en termes de performance, bien entendu, de consommation, jusqu'à tomber sur un accord avec les autorités qui pourrait être avantageusement aussi remplacé
elle aussi par une par intelligence une intelligence artificielle. artificielle. Euh, bon. Et après, à partir du moment où on a le top départ, donc le système, ben, le système va gérer le décollage, va gérer le trajet, va donc gérer les rencontres, hein, qu'on va faire, Mhm, donc avec des systèmes anti-collision. Bon, s'il y a des bancs d'oiseaux, ça peut arriver, si c'est gênant. En général, les oiseaux sont pas gênants pour les dirigeables parce qu'ils volent pas trop vite. À mhm. l'inverse d'un avion, vous savez, où c'est extrêmement dangereux, enfin bon, etc. Et alors, puisque c'est un drone, on va s'insérer dans le trafic des drones en trafic aérien. Et donc là, il faut comment dire, gérer enfin, les autres. Alors comme on est plus gros, normalement, on devrait être prioritaire parce que nos constantes de temps sont plus élevées que celles d'un petit drone. Mais enfin, ça, ça fera partie de la certification. Et après, il y a à gérer l'atterrissage en fonction des conditions. Enfin bon, voilà. Mais je veux dire, c'est rien d'extraordinaire. Euh, pour que les gens comprennent bien, en termes d'intelligence artificielle, il est plus facile de gérer le pilotage automatique, hein, pour un avion, par exemple, aujourd'hui, que pour une voiture. Pourquoi? Parce que un avion, on a une montée, un palier et une descente. Et en général, on rencontre pas grand monde. Avec une voiture, il y a un enfant qui peut traverser, peut y avoir tout un tas d'événements. Oh, ouais. Et aujourd'hui, pour les voitures, le problème, c'est plus une question de capacité de calcul qui n'est pas suffisante vous voyez, alors que pour les avions, bon, bah, ça requiert pas trop de puissance de calcul. C'est assez facile. Donc pour le dirigeable, ça sera aussi pas trop compliqué. C'est abordable, on va dire. D'accord. Donc, chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Jean-François Jeunesse, je vous remercie pour tous ces éclairages Merci beaucoup. et toutes ces analyses et pour justement, ce brin d'espoir où on pourrait utiliser l'intelligence artificielle pour aider les gens à se développer, se déplacer. D'autant plus que votre dirigeable, hein, on n'a pas besoin, même s'il est nécessaire de le prendre à 3 heures du matin, nous ne sommes pas obligés d'aller réveiller le pilote malgré lui pour qu'il vienne. C'est Hein, ça. voilà. Donc à n'importe quelle heure, sans qu'il demande d'augmentation de salaire ou quoi que ce soit. Alors, j'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir. Comme d'habitude, ça a été un Avec plaisir. plaisir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt. Merci beaucoup.